Allez, on y va. Pas de chichis, pas de blabla, on va droit au but, direct dans le vif du sujet. La voilà, la vraie question. Parce que, soyons honnêtes, si on est là, c'est pas pour rien. C'est qu'on a tous ce sentiment que le jeu est pipé, qu'on se fait un peu avoir sur les bords. Alors, l'idée, c'est de voir comment on peut peut-être renverser la table. OK. Avant de s'attaquer au vrai problème, au gros morceau, il faut juste prendre une seconde pour regarder le décor. On vit dans un cirque, un véritable cirque, où les priorités sont, comment dire, complètement à côté de la plaque. Et pendant qu'on se noie là-dedans, le vrai système, lui, continue de tourner. Franchement, ça vaut le détour. Alors, voilà les sujets brûlants du moment. On a par exemple une discussion passionnée sur des chaussures dorées, des Ara 13 apparemment, une marque sortie de nulle part qui devient une affaire d'État. Juste après, on enchaîne sur une crise existentielle parce qu'un type refuse de faire du pilates sous prétexte qu'il n'est pas flexible. Le gars est raide comme un piquet et il en fait toute une histoire. Et ça continue avec un débat houleux pour savoir si une personne qui n'a jamais goûté de poulet parmigiana est encore digne d'intérêt parce que, je cite, « elle n'aime pas les trucs panés ». C'est plus de la cuisine, c'est de la philosophie. Bref, on est en plein dans ce qu'on appelle les problèmes de riches, l'écran de fumée parfait pour nous distraire des vrais enjeux. Et au milieu de tout ça, il y a cette petite phrase qui résonne. Une phrase d'un père, un gars de la vieille école, celle qui a connu la Grande Dépression. Le genre de type qui pouvait te hurler « Utilise-le ou perds-le » alors que tu étais sur un lit d'hôpital. Il parlait du cerveau, bien sûr, mais ça s'applique aussi parfaitement à un corps qui refuse de s'assouplir. C'était une autre époque, une époque où on disait les choses. Aujourd'hui, tout le monde est devenu si sensible. On est passé d'une génération qui se battait pour bouffer à une autre qui se prend la tête pour un cours de yoga. C'est un sacré contraste. Bon, on arrête de rigoler. Parce que pendant qu'on disserte sur le poulet pané, en coulisses, il y a des gens qui sont en train de réécrire les règles du jeu pour tout le monde. Et parmi eux, il y a un nom qui ressort, Peter Thiel. Ce nom ne dit peut-être pas grand-chose à certains, mais ce type, c'est un peu l'architecte en chef du monde qui se dessine. Et sa vision des choses est, disons, radicale. Non, ce n'est pas une caricature, il l'a vraiment écrit. Pour lui, la liberté, sa liberté, celle des ultra-riches, ne peut pas fonctionner avec la démocratie, ce système bordélique où tout le monde donne son avis. Sa solution? Arrêter de bricoler le système et tout simplement en sortir. Laisser les personnes compétentes, c'est-à-dire lui et ses amis milliardaires, créer leurs propres règles pendant que le reste du monde patauge dans la politique. C'est plus qu'une simple opinion, c'est un véritable projet de société. Et voilà ce que ça donne l'oligarchie version 2.0. En gros, c'est une mentalité de capital risqueur appliquée à un pays entier. Thiel voit les États-Unis comme une start-up qui a mal tourné. Trop de parties prenantes, pas assez d'efficacité. Il voudrait un PDG, quelqu'un qui peut se prendre des décisions radicales, casser des choses, sans s'embarrasser des détails comme les droits des citoyens. Et dans ce schéma, nous, les gens normaux, on n'est pas des actionnaires, on est juste des variables d'ajustement. Un bug dans le système. Cette déconnexion totale, elle est parfaitement visible ici. D'un côté, on a l'économie de Chipotle. Elle représente la réalité de millions de gens, des jeunes endettés qui aiment bien manger des burritos, mais qui n'ont plus un sou. Quand ils dépensent moins, l'action de Chipotle en prend un coup. C'est l'économie réelle. De l'autre côté, on a OpenAI et l'intelligence artificielle, un secteur où les milliardaires injectent des sommes astronomiques, des billions. La valorisation est complètement folle, mais c'est là que tout le capital se dirige. Le marché boursier ne reflète plus l'économie de tout le monde. Il est devenu le terrain de jeu privé d'une élite. Alors, face à ça, face à ce système qui semble nous échapper complètement, qu'est-ce qu'on fait? On baisse les bras? Non, il faut se battre. Et la première arme, la plus importante, c'est de connaître sa propre valeur. Le système est fait pour nous faire douter, pour nous faire croire qu'on est facilement remplaçable, pour qu'on accepte n'importe quoi. Il est temps de changer ça. Et voici quelques conseils directs, sans détour. Pour ceux qui sont dans des métiers où la négociation est quasi impossible, comme les enseignants, il faut trouver d'autres leviers. Au lieu d'un café à 5 $ chaque matin, cet argent peut être investi. Il faut commencer à prendre des risques, même petits. Pour ceux qui rêvent de se lancer, comme cet étudiant en veto, pas de précipitation. Il faut d'abord apprendre le métier chez quelqu'un d'autre. Comprendre comment un business fonctionne, c'est essentiel. On n'ouvre pas un restaurant sans avoir jamais fait la plonge. Et enfin, pour celui qui trade tout seul dans son coin, il faut sortir. L'isolement est un poison. Le trading sera toujours là demain. Une vie sociale, c'est plus compliqué à reconstruire. Et attention, ces conseils, ils ne sortent pas d'un bouquin de développement personnel écrit par un gamin de 25 ans. Ils sont le fruit de 40 ans d'expérience. 40 ans sur les marchés, à avoir des hauts, des bas, à apprendre des erreurs et des succès. C'est du concret, de l'expérience de terrain, pas de la théorie de bas étage. Réussir, c'est une chose. Mais si c'est pour devenir quelqu'un d'arrogant et méprisant, à quoi bon? Il existe une manière de naviguer dans ce monde de requins sans en devenir le pire spécimen. On peut appeler ça le code de conduite de celui qui veut gagner intelligemment.
C'est d'une simplicité désarmante. Premièrement, écoutez. Vraiment écouter. La plupart des gens dans une conversation n'écoutent pas, ils attendent juste leur tour pour parler. Celui qui écoute a déjà un avantage énorme. Deuxièmement, restez humble. Personne n'aime les frimeurs. Qu'on ait 1000 € ou 100 millions sur son compte, on doit traiter les gens avec le même respect. Et troisièmement, la règle d'or, ne jamais brûler les ponts. Le monde des affaires et de la finance en particulier est tout petit. La personne qu'on snobe aujourd'hui est peut-être celle qui nous tendra la main demain. C'est juste du bon sens. Voilà, c'est la base de tout. Et ce n'est pas de la faiblesse, c'est purement stratégique. L'idée que les gentils finissent toujours derniers est une excuse de perdant. Être quelqu'un de fiable, de respectable, c'est ce qui paie sur le long terme. Les arrogants brillent un temps, puis ils disparaissent. Bon, on a posé diagnostic, on a identifié les acteurs, on a défini les règles de conduite. Maintenant, il est temps de parler de l'outil. L'arme qui peut potentiellement rééquilibrer les choses. Ce n'est pas juste un concept, c'est un instrument de pouvoir. Imaginez un instant. Si, chaque matin, au lieu de regarder le cours des actions, on pouvait regarder la valeur de sa propre carrière, voir en temps réel si sa valeur monte, si elle baisse, savoir à tout moment si on est payé à son juste prix. Eh bien, n'imaginez plus. Voilà à quoi ça pourrait ressembler. Une liste de surveillance, comme pour des actions en bourse, sauf qu'ici, ce sont des métiers. Son propre métier. On peut voir le salaire d'un analyste financier à Chicago, le comparer à New York, mais surtout, on voit la variation quotidienne. Ce n'est plus une donnée figée qu'on trouve une fois par an sur un site d'emploi. C'est un flux en temps réel qui montre exactement où se situe sa carrière sur le marché à l'instant T. Et c'est là que tout change. Jusqu'à maintenant, seuls les employeurs avaient accès à ce niveau d'information. Ils jouaient avec des cartes que nous n'avions pas. Cet outil met les cartes sur la table pour tout le monde. La prochaine fois qu'on va négocier une augmentation, on n'arrive plus avec juste une vague idée de sa valeur. On arrive avec la cotation précise de son poste mise à jour. Le rapport de force s'inverse. Alors, la question n'est plus de savoir si le système est truqué. Ça, c'est un fait. La seule question qui compte maintenant, c'est celle-ci. À combien s'échange sa carrière? Là, maintenant. Et surtout, maintenant qu'on a potentiellement l'outil pour le savoir, qu'est-ce qu'on va en faire?